Parfait, mes chers collègues, mesdames et messieurs, bienvenue pour cette nouvelle audition de la mission Création, diffusion et acquisition des connaissances. Comment l'intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture. Cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Nos collègues députés qui ne seront pas présents pourront la suivre depuis leur bureau ou depuis leur circonscription ou postérieurement. Nous avons donc le plaisir cet après-midi de recevoir Madame Eva Husson et Monsieur Jérôme Diamant-Berger, cinéastes et membres du bureau de la Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs. Madame Marie Franzen, Monsieur David Hulhofen, cinéaste et membre du conseil d'administration de la Société des réalisatrices et réalisateurs de films. Mesdames Ghislaine Pujol, présidente, et Camille Bouvelot, déléguée générale de la Guilde française des scénaristes. Madame Marie Hénard et Monsieur Alain Moreau, scénaristes et membres du pôle intelligence artificielle du syndicat des scénaristes. Madame Sabine Lestin, délégué général, et Monsieur Laurent-Claude Hébert, scénariste, élu au conseil d'administration et référent du groupe intelligence artificielle des scénaristes de cinéma associés. Nous vous remercions donc d'avoir accepté notre invitation pour débattre des effets de l'intelligence artificielle dans les filières cinématographiques. Je rappelle qu'au titre de cette mission, nous avons déjà reçu plusieurs acteurs du monde du cinéma, des artistes et interprètes de doublage, le Centre national du cinéma, ainsi que des organisations professionnelles, plutôt du côté des producteurs. Ils nous ont tour à tour fait part de leurs inquiétudes, de leurs attentes face aux multiples enjeux éthiques, économiques et juridiques liés à l'essor de l'intelligence artificielle dans le cinéma. Afin de compléter ces témoignages, il nous a paru plus qu'utile de vous entendre, notamment en tant que représentants des scénaristes et réalisateurs. Ces métiers sont en première ligne des craintes exprimées à l'égard de l'intelligence artificielle. La possibilité de générer des scénarios rapidement inquiète légitimement ceux dont c'est le métier. Vous nous direz néanmoins si ces nouvelles technologies ne représentent pas également pour les dispenser une occasion de dispenser de certaines tâches répétitives afin de libérer du temps de création. Madame la rapporteure a d'innombrables questions à vous poser. Alors, je vais donc ouvrir la séance en vous passant la parole. Alors, pour des propos liminaires par organisation, par organisme, assez brefs, de manière à laisser à Madame Calvez l'occasion d'entamer avec vous un débat productif et constructif. Je vous en prie, Madame. Alors. Bonjour. Et merci de nous avoir conviés tous. Nous sommes très reconnaissants. Nous sommes ici présents, Jérôme Diamant-Berger et moi-même Eva Husson, pour représenter l'ARP, qui est donc la Société civile des auteurs, réalisateurs, producteurs, une organisation majeure du cinéma français qui rassemble plus de 200 auteurs, réalisateurs, producteurs, créée en 1987 par plusieurs cinéastes engagés, notamment Agnès Varda, Patrice Chéreau, Gérard Rouy, Claude Berry. Elle agit pour défendre la liberté de création, la diversité culturelle et la transparence. Donc je vais commencer notre propos. Au XIXe siècle, le monde voit déferler une révolution technique qui le transforme à jamais. La révolution industrielle. C'était une révolution de l'outil. La question contemporaine posée par le questionnaire de savoir si l'arrivée de l'IA est comparable à l'arrivée du numérique reviendrait à demander si dans l'histoire de l'évolution des espèces, le passage des animaux d'un élément marin à un élément terrestre est comparable à l'arrivée de l'astéroïde qui provoqua l'extinction de masse des dinosaures. En d'autres mots, les comparaisons avec d'autres changements techniques ne saisissent pas les enjeux. Nous, les cinéastes de l'ARP, en tant que créateurs, entendons prendre à bras-le-corps notre fonction dans la cité. Et par ce propos liminaire, poser un cadre de réflexion nécessaire, non seulement à toute proposition de loi, mais aussi à la suite qu'il faudra bien inventer ensemble, car il va falloir compter avec ceux qu'on pille, c'est-à-dire les artistes. Il faut d'abord rappeler que l'IA, c'est le plus grand braquage de l'histoire. Sous prétexte d'innovation technologique, les entreprises à la tech sont en train de siphonner toutes les œuvres de l'humanité avec la bénédiction, pour l'instant, des gouvernements. Tout cela au plus grand mépris du droit existant, à savoir celui de la propriété intellectuelle, puisqu'ils ont entraîné leurs IA en grande partie sur des œuvres protégées ou obtenues illégalement, quoi qu'ils en disent. La croissance exponentielle des contentieux par des ayants droit s'accélère depuis quelques mois et a doublé en un an. On pense à l'accord qu'Anthropic Claude a contracté avec 500 000 auteurs en leur réglant la somme de 1,5 milliard de dollars en septembre 2025. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de 50 000 vies de travail au salaire médian en France, ou encore ce même salaire médian de 100 000 personnes pendant 15 ans. C'est un seul procès. Ce n'est que le début.
Malgré un storytelling digne de la plus grande opération de marketing de tous les temps, force est de reconnaître que l'IA, en dépit de tout ce qu'on nous a promis, ne fait pas encore ses preuves ni économiquement, CF la fermeture de Sora, l'IA générative de vidéos d'OpenAI le 24 mars 2026, savoir la semaine dernière, ni artistiquement, comme nous le développerons plus tard dans les réponses à votre questionnaire. Nous nous devons alors de nous poser la question de l'idéologie, des moyens financiers colossaux et des logiques de captation et d'uniformisation culturelle qui sont derrière l'IA, qui visent à siphonner le savoir de l'humanité et par là même notre humanité. L'Europe est une des plus grandes sources de savoir canonique circulant au monde, devancée uniquement en volume, et c'est différent, par l'Asie, Chine et Inde et le monde islamique. Donc c'est littéralement notre plus grande richesse, que nous sommes en train de délaisser de deux manières catastrophiques. La première, c'est que les IA utilisées en France sont américaines, en grande majorité, et donc entraînées sur un corpus anglophone, partiellement basé sur notre culture, et que la deuxième, et en partie conséquence de la première, c'est que ces IA sont en train de remodeler non seulement notre imaginaire, mais notre capacité à penser, comme le soulèvent plusieurs études rigoureuses qui mettent en lumière une corrélation significative entre usage élevé de l'IA et baisse des capacités de la pensée critique, et ce sur une culture qui n'est pas encore la nôtre. Nous devons donc impérativement invoquer la nécessité de nous protéger tous, des deux côtés de la chaîne, producteurs, culturels et public général, en mettant en place les notions de souveraineté culturelle et de souveraineté cognitive. Les enjeux sont tout simplement civilisationnels et visent à préserver, ou non, ce qui définit être humain. À ce moment historique répond le besoin vital de mesures historiques. Nous sommes en train de nous faire submerger par ce qu'on appelle la slop machine, c'est-à-dire, en français dans le texte, la machine à bouillie, c'est-à-dire une production de contenu IA qui noie le contenu humain. Celle-ci a déjà déferlé dans le monde de la musique et du journalisme et fragilise dès à présent la visibilité et donc l'émergence de nouveaux artistes et journalistes humains et d'une pensée créée par l'humain, au détriment d'une production souvent biaisée, basée sur les LLM, Large Language Models, et donc des probabilités statistiques, c'est-à-dire un contenu lénifiant, commercial, qui manque de la composante inaliénable de la production humaine, c'est-à-dire la friction avec le réel. Il est vital de noter qu'il y a parallèlement une forte reconfiguration américaine dans les faits, malgré le discours triomphant. Non seulement OpenAI vient d'arrêter Sora, mais tout utilisateur aguerri de ChatGPT sait que si la version 2.0 était follement créative et libre, la dernière version est aussi enthousiasmante pour la création écrite qu'une interaction avec un manuel d'imprimante. Ce n'est évidemment pas le fruit du hasard, mais la résultante d'un réajustement stratégique de l'industrie, qui comprend que les créateurs ne se laissent pas faire et ne se laisseront pas faire, qui ne peuvent pas agir impunément. Non seulement nous pouvons changer le cours de l'histoire, mais nous avons un devoir moral de le faire. Par rapport à ceux qui nous ont précédés et nous ont légué ces merveilles du patrimoine de la littérature ou du cinéma et tous les autres arts, mais aussi par rapport aux générations futures, nos enfants, vos enfants, à qui nous devons déjà des comptes et la souveraineté de leur cerveau. Entendons aussi que ce devoir nous place dans la position unique de précurseurs ici en France. En légiférant, nous sommes en capacité de montrer la voie au monde entier. Non seulement à un respect de nos savoirs, de nos cerveaux, mais aussi de nos espoirs de passer le flambeau de l'humanité. Nous rappelons que l'IA ne peut faire l'impasse sur la notion de droit d'auteur, qui existe déjà et qui ne saurait être reléguée à une notion obsolète. Enfin, l'IA soulève deux questions essentielles de projets de société. Tout d'abord, l'écologie et les coûts exorbitants qu'elle provoque, mais aussi la question fondatrice du travail humain non rémunéré, et pourtant effectué. On prétendrait faire un transfert de propriété sans jamais payer celui qui a construit la maison. Nous, cinéastes de l'art, soutenons le projet de loi de présomption d'utilisation, mais soulignons d'une part l'urgence de mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale au plus vite, avant l'été, et d'autre part, notre vigilance et notre désir de combattre à vos côtés pour le bien commun. Il ne s'agit pas seulement de légiférer, mais de poser des sanctions collectives sur ce qui a déjà été commis afin d'envoyer des signaux forts. À défaut, ce transfert de valeur et de souveraineté se fera de facto, sans contrepartie et sans véritable contrôle démocratique. D'aucuns se rappelleront la querelle des modernes et des anciens, qui faisait déjà passer à la fin du XVIIe siècle une problématique politique pour une question d'opinion et de soi-disant modernité. En soutenant la thèse d'une supériorité esthétique des nouvelles voies sur les anciennes, les modernes flattaient surtout le roi, pour la grandeur de son époque. Les rois trépassent, pas la culture. Merci. Merci, madame. Organisation suivante. Qui veut prendre la parole? D'accord, je vous en prie, monsieur. Allez-y, allez-y. D'accord. Monsieur le Président,
Madame la rapporteure. Je représente donc le SCA qui représente environ 300 auteurs, donc scénaristes de cinéma principalement, même si souvent ces scénaristes parfois font de la série, aussi pour vivre. Vous nous avez demandé quelle était notre position vis-à-vis de l'IA générative et si cette dernière pouvait influer en mal ou en bien sur nos métiers de scénaristes. Nous voulions citer en préambule Kate Credford, chercheuse en IA en Californie, aux USA et à l'ENS à Paris, qui dit « L'intelligence artificielle n'est ni intelligente ni artificielle. Ce terme est plus souvent employé en marketing par des chercheurs par des chercheurs qui parlent plus volontiers d'apprentissage automatique. » Cette précision nous semble essentielle car le terme d'intelligence artificielle véhicule beaucoup de fantasmes et masque souvent les vrais enjeux. Rappelons aussi la nature de notre activité et de notre rôle culturel dans la société. Écrire pour le cinéma, c'est créer un rapport intime entre auteur et spectateur afin d'interroger nos vies, nos sentiments, nos ressentis, nos émotions. Un auteur est avant tout un humain qui s'adresse à d'autres humains. Toute substitution mécanique dans ce rapport d'humain à humain va altérer et dégrader ce partage d'expériences jusqu'à rompre cette relation intime entre auteur et spectateur et détruire les bénéfices qu'ils en retirent. L'IA n'amène ni éléments ni points de vue nouveaux et les textes qu'elle propose sont désincarnés. Vous nous avez aussi demandé si l'IA n'était pas comme un outil comme un autre, la comparant à la révolution numérique. Le numérique, comme de nombreux autres outils, agit comme un prolongement de l'homme. Bien sûr qu'il a bousculé nos professions, mais il a amélioré nos images et nos sons, simplifié l'écriture de groupe, mais aussi le montage, la post-production, les copies de films et leur transport, etc. Au final, son avènement n'a finalement pas supprimé d'emplois, mais les a fait évoluer. L'IA, elle, est avant tout un outil de remplacement. Elle se propose d'apprendre comment nous écrivons, nous reviendrons sur cette phase qui reste du vol, puis de nous copier, en se servant de nos phrases, de nos structures dramatiques, de nos figures poétiques, mais aussi de nos méthodes de travail, de nos personnages et de nos univers. Scénaristes, nous sommes aussi à la source des histoires qui nourrissent l'imaginaire de nos concitoyens, et nous pensons avoir une responsabilité à leur égard. Laisser les outils d'apprentissage automatique imaginer le monde à notre place, ce serait leur abandonner notre futur. Au-delà d'une perspective désespérante, c'est aussi très dangereux. Si nous, auteurs et autrices, ne protégeons pas ce bien si précieux qu'est l'imaginaire humain, qui d'autre le fera ? Vous comprendrez alors que tout en applaudissant aux technologies qui nous servent, nous ne regardons pas positivement celles qui proposent de nous voler, de nous singer et de réduire l'écriture fictionnelle à une narration vide de sens, vide d'intentions d'auteur et d'émotions humaines, et dont le but, au final, est de nous remplacer. Pour rappel, les IA génératives moissonnent toutes les œuvres disponibles sur le net à des fins d'apprentissage. Elles le font à une échelle industrielle, notamment en passant par des sites de sous-titrage comme Open Subtitle, qui traduit toutes les œuvres diffusées sur les plateformes. À titre informatif, ce sont plus de 53 000 films et 85 000 épisodes TV qui ont été moissonnés sur ce seul site. Nous sommes donc tous concernés par ce pillage. Les éléments essentiels qui sont revendiqués actuellement en France, mais aussi en Europe et aux USA, sont les suivants. Le respect du droit d'auteur dans ce moissonnage, y compris le droit moral, l'obligation des IA de fournir la liste des œuvres moissonnées et le respect de l'opt-out, c'est-à-dire de ne pas faire partie des œuvres moissonnées, pour les œuvres dont les autrices et les auteurs ne veulent pas qu'elles soient utilisées par l'IA. La transparence sur les contenus créés ou co-créés par l'IA et l'éviction de ces derniers de toute notion d'œuvre et de propriété intellectuelle. La rémunération des autrices et des auteurs en tant que fournisseurs de contenu, notamment avec la notion de présomption d'exploitation dans le texte défendu par le Sénat. Dans nos pratiques collaboratives avec les autres acteurs du film, réalisateurs, producteurs, CNC, régions, organismes de financement et diffuseurs, d'autres problèmes ont fait surface. Nous avons notamment découvert que parfois ce sont des IA qui lisent, statuent et valident nos écrits plutôt que des humains.
Cela pose plusieurs problèmes. Lorsque nos textes sont donnés à lire à des IA, celles-ci les moissonnent, sans notre consentement et au mépris du droit d'auteur. Ensuite, faire juger nos textes par une IA, c'est aussi faire croire que celle-ci serait capable de comprendre la notion d'originalité comme celle d'émotions humaines. Nous savons que c'est impossible. Et comme nous écrivons pour des humains, nous avons donc besoin de sensibilité humaine pour juger de nos œuvres. Enfin, les scénaristes que nous sommes sont des citoyens français. Et les impacts économiques et écologiques de l'utilisation de l'IA ne peuvent pas nous laisser indifférents. À part la société française Mistral, mise souvent en avant en France, mais qui ne pèse pas lourd dans le paysage de l'IA, les 11 sociétés leaders mondiales du secteur sont américaines ou chinoises. J'ai la liste si vous voulez, mais je crois que tout le monde les connaît. Ces IA profitent de l'absence de régulation pour piller le plus d'œuvres possible dans une course effrénée contre la montre délétère. Elles nous revendent notre propre intelligence culturelle et disposent de la plus grande base de données des textes français pour en faire ce que bon leur semble, sachant que ni les USA et encore moins la Chine ne reconnaissent le droit d'auteur tel que nous le pratiquons en France. N'y a-t-il pas grand danger à laisser les USA et la Chine asservir ainsi la création française ? Concernant l'écologie, les IA sont extrêmement énergivores et consomment des milliards de mètres cubes d'eau. Est-il raisonnable de les utiliser dans des secteurs comme l'écriture cinématographique qui n'en a pas vraiment besoin ? Et puis, pourquoi se servir de l'IA pour le scénario ? Nous savons très bien faire notre travail et nous l'aimons. Pourquoi le déléguer à une IA ? Elle n'aura jamais ce plus qui nous singularise, cette figure de style que nous choisissons pour faire surgir l'émotion, impliquer le spectateur, lui faire vivre l'histoire de l'intérieur. Que gagne-t-on ? Du temps ? Pour l'écriture cinématographique, gagner du temps n'est pas forcément un plus. Souvent, prendre du temps nous sert à faire grandir l'histoire à l'intérieur de nous-mêmes, lui donner plus de profondeur et plus de sens. Nous, scénaristes, démunis face aux puissances prédatrices que représente l'IA, venons aujourd'hui devant vous pour légiférer et réguler, enfin dans l'espoir que vous légifériez et que vous réguliez, pour ne plus être pillés par ces consortiums étrangers qui imaginent nous remplacer, pour sauver l'imaginaire humain, pour éviter d'abîmer encore notre écologie. En bref, nous avons besoin de vous. Merci. Merci, M. Hébert. Qui veut prendre la parole, madame ? Je vous en prie. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, donc je suis Justine Pujol, présidente de la Guilde française des scénaristes, syndicat représentant plus de 350 scénaristes sur 3 répertoires, cinéma, fiction audiovisuelle et animation. À la Guilde, nous ne sommes pas des professionnels conservateurs ou technophobes, nous sommes des professionnels inquiets. Inquiets parce que l'intelligence artificielle générative est construite sur le moissonnage massif de millions d'œuvres, parmi lesquelles figurent sans aucun doute les nôtres, sans que notre consentement n'ait jamais été demandé et sans rémunération ou dédommagement pour l'entraînement des modèles de langage. Nous sommes inquiets parce que, sans règles, les abus prolifèrent déjà. Notre syndicat le constate déjà sur le terrain. Nos textes, protégés par le Code de la propriété intellectuelle, sont copiés-collés dans des systèmes IA ouverts et disséminés sans contrôle. Nos travaux sont modifiés en interne par certains producteurs sans notre accord. Des analyses de nos textes sont confiées à des IA dont on nous impose parfois même les conclusions. Sur des projets à gros volume en audiovisuel, les producteurs sont désormais à même de tester des dizaines d'idées générées par IA et peuvent en abreuver les diffuseurs, leurs partenaires, jusqu'à trouver la bonne, celle qu'ils pourront vendre. Tout ça avec une participation très minime des auteurs. Le risque, c'est que quand on va faire appel à un auteur dans le cadre d'un travail de commande, l'auteur devienne une sorte d'auteur plombier. Ici, il vient réparer une fuite narrative. Là, il améliore, il termine ce que quelque chose d'autre a commencé. Alors bien sûr, le scénariste est habitué à travailler dans l'ombre, au service d'un projet dont il n'est pas forcément le créateur. Mais le scénariste n'est pas qu'un technicien de la narration. Il est un auteur à part entière. Il écrit avec son vécu, ses obsessions, ses émotions, son rythme, son point de vue, son empreinte. Et quand on retire le point de vue de l'auteur, on ne retire pas un ingrédient, on retire le sens,
le sens de l'œuvre et le sens de notre métier. En fait, IA ou pas IA, c'est l'auteur qui sait quelle idée garder, laquelle jeter, quel personnage sonne juste, lequel sonne creux, quelle émotion manque et pourquoi, quel outil narratif invoquer pour agir sur les émotions du spectateur. Sans cette boussole humaine, l'IA ne produit pas de création, elle produit de la forme sans fond, elle produit du contenu. Et un contenu sans auteur, ce n'est pas une œuvre, c'est un produit. Si on laisse l'IA décider à la place de l'auteur, on affaiblit les auteurs, on affaiblit les œuvres et on affaiblit le droit d'auteur. C'est dans ce contexte que les scénaristes aujourd'hui font face à un dilemme. Refuser d'utiliser l'IA, c'est s'exposer à un potentiel décrochage technologique face à des producteurs qui, eux, on le voit, n'ont parfois aucun scrupule à s'en emparer. Par contre, utiliser l'IA sans régulation, c'est offrir aux développeurs IA un argument pour refuser toute contrainte légale et toute obligation de dédommagement. Récemment, en mars dernier, la Guilde française des scénaristes a conduit un sondage auprès de ses adhérents qui indique en effet que la majorité d'entre eux utilisent l'IA. Nombre d'entre eux s'en servent avec un certain enthousiasme et beaucoup avec prudence et surtout avec le sentiment qu'ils n'ont pas le choix. Donc la Guilde ne pouvait pas laisser les scénaristes débrouiller seuls avec d'un côté les premiers abus qui sont constatés et de l'autre ce dilemme professionnel et éthique. Alors nous avons formulé 4 principes fondamentaux: transparence, compensation financière, contrôle par l'auteur, sécurité des données et des outils. Et qu'ils souhaitent utiliser l'IA ou non, nous avons élaboré des clauses contractuelles pour protéger les auteurs dans leur rapport avec les producteurs et dans l'optique surtout de protéger notre métier. Mais pour aller plus loin, nous avons besoin maintenant d'une réponse politique. C'est pourquoi nous attendons des pouvoirs publics des positions fortes, par exemple sur le consentement. Nous privilégions l'opt-in plutôt que l'opt-out, pour expliciter que sans accord de l'auteur, une œuvre ne peut pas servir à entraîner une IA. Nous demandons qu'une œuvre entièrement générée par IA ne puisse pas bénéficier de la protection du droit d'auteur ni des financements publics. Le soutien public doit rester attaché à la création humaine. Et puis, évidemment, il faut que les auteurs puissent obtenir réparation effective. La proposition de loi sur le renversement de la charge de la preuve, dont le Conseil d'État a rendu un avis favorable le 23 mars dernier, serait une avancée fondamentale. Nous attendons donc son examen par le Sénat le 8 avril, puis que l'Assemblée nationale la vote urgemment. Parce que sans action, les questions qui se posent vont dépasser le cas de notre profession. Par exemple, celle de la standardisation des contenus, celle de l'appauvrissement de la création, celle de la perte de confiance du public. Quelle sera la valeur d'une œuvre qui sera même partiellement synthétique pour le public? Le lien entre un auteur et le public peut-il survivre aux soupçons? Et surtout, que devient un secteur culturel dans lequel des contenus générés en masse et standardisés vont capter la majeure part de la valeur, alors même que ces contenus se nourrissent des œuvres humaines pour exister? L'IA est un ogre qui dévore les créations et qui finira par dévorer les créateurs qui l'ont nourri, à moins que nous n'agissions tous collectivement. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le président, madame la rapporteure, la Guilde ne demande pas d'arrêter le progrès, elle demande simplement que le droit d'auteur soit respecté, que le travail, la vision, l'expertise et la singularité des auteurs et des scénaristes soient reconnus à leur juste valeur et qu'ils soient justement rémunérés, car ce sont les artistes-auteurs qui sont à la base de la création, pas les algorithmes. Merci. Merci, madame. Alors, qui veut prendre la parole maintenant? Oui, je vous en prie, monsieur, allez-y. Monsieur le Président, madame la rapporteure, merci beaucoup de nous recevoir pour cette audition. Avec ma collègue Marie Hénard, nous représentons aujourd'hui le syndicat des scénaristes, syndicat qui a été fondé il y a 3 ans, qui compte aujourd'hui à peu près une centaine d'adhérents, dans les répertoires aussi bien de la fiction audiovisuelle, du cinéma que de l'animation, et qui a été fondé sur un objectif simple. Nous sommes partis du constat au moment de la création du syndicat qu'aujourd'hui, nos contrats en tant que scénaristes sont très bien pensés et conçus pour tout ce qui concerne l'exploitation de l'œuvre, mais qu'en revanche, il reste un impensé très important qui est celui de l'acte de création lui-même et de sa rémunération. C'est ça le cœur de notre syndicat. Je précise par ailleurs que nous sommes un syndicat qui est totalement indépendant financièrement et qui n'est financé que par les cotisations de ses adhérents. J'insiste sur un fait, c'est qu'au syndicat des scénaristes, nous représentons les travailleurs et les travailleuses du texte. Donc, celles et ceux
qui bossent, qui créent, qui ont les mains dans le cambouis de l'écriture scénaristique. Et nous ne représentons pas les titulaires de droit ou les ayants droit, qui sont des expressions valises créées pour englober à la fois les créateurs et aussi les entreprises qui pourraient avoir un intérêt économique à l'exploitation de leurs œuvres, donc à la fois les sociétés de production audiovisuelle, mais aussi les organismes de gestion collective. Et cette distinction est très importante. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que pour nous, l'impact des IA génératives, ce n'est pas seulement une menace sur une rente économique, ou au contraire l'opportunité d'une nouvelle manne économique avec la mise en place de licences collectives pour l'entraînement des IA avec les œuvres. Non, ce qui est impacté, c'est notre quotidien. C'est notre savoir-faire qui a été pillé, c'est notre rémunération qui commence déjà à diminuer, comme c'est déjà le cas notamment pour les photographes ou les graphistes. C'est nos emplois qui risquent de disparaître, comme c'est déjà le cas pour les traducteurs, les adaptateurs, les doubleurs. Et donc ce dont nous allons vous parler aujourd'hui, nous, en tant que syndicat de scénaristes, ce n'est pas de l'utilisation de l'IA à des fins administratives, comptables ou juridiques, c'est de son impact sur la création elle-même. C'est ça notre focus. Et sur ses apports réels ou fictifs. Notre position générale sur les IA dites génératives, c'est qu'elles n'ont absolument rien d'intelligent et que ce ne sont pas des outils d'aide à la création, pour nous, ce sont les outils de plagiat et de parasitisme économique, ni plus ni moins. Par ailleurs, elles sont basées sur ce que j'appellerais, ce qui a déjà été évoqué, le braquage du siècle, et je préciserai que pour moi, ce braquage, il a eu lieu en 2019, au Parlement européen, au moment du vote de l'exception TDM, Text and Data Mining, fouille de texte et de données. Braquage qui d'ailleurs pourrait donner lieu à un excellent thriller, le jour où quelqu'un souhaitera s'en emparer. Ensuite, je voudrais corriger un fait erroné qui est souvent répété. J'ai regardé avec beaucoup d'intérêt les autres auditions de cette mission. On entend souvent dire, surtout dans la bouche de gens qui n'écrivent pas, que tous les scénaristes se servent de l'IA aujourd'hui au quotidien dans l'écriture. C'est faux. Oui, les scénaristes s'en servent, mais de là généraliser, c'est une erreur. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu de tels efforts de lobbying et de propagande pour nous pousser à adopter cette technologie dans laquelle des milliards et des milliards ont été investis, qu'effectivement, les scénaristes sont des êtres humains comme les autres, et comme beaucoup de gens dans le reste de la population, ils ont essayé, ils ont joué, ils ont testé, pour des petites choses, pour résumer des textes, pour faire des recherches, pour faire du ping-pong sur la création d'un nouveau récit. D'ailleurs, je précise que j'en profite pour mentionner le fait que de nombreuses formations aux IA génératives ont fleuri ces dernières années. Elles ont siphonné une bonne partie des fonds de l'AFDAS Auteurs pour la formation des artistes auteurs. Et si ces formations ont rencontré un tel succès, ce n'est pas nécessairement par adoption enthousiaste de la technologie, c'est plus par peur de louper le train de la modernité. Beaucoup de scénaristes, comme les autres artistes auteurs, ont entendu ce discours qui leur disait « si vous ne prenez pas le train maintenant, vous allez être laissé derrière et abandonné ». Et évidemment, quand on exerce un métier aussi précaire que le nôtre, ce discours-là, il a du poids. Pour parler de précarité, juste pour l'instant, l'IA générative supprime des emplois déjà très précaires. Il faut savoir que les scénaristes, comme tous les artistes-auteurs, n'ont ni chômage, ni congés payés. Ils ont une protection sociale minimale et ils ne sont pas protégés par les lois du Code du travail, puisque nos contrats sont entièrement régis par le Code de la propriété intellectuelle. Ils sont donc remplaçables à volonté et sans coût ou avec un coût minimum par les producteurs. Et la facilité avec laquelle ils peuvent être remplacés par les IA génératives les fragilise énormément. Et elle peut même créer une concurrence déloyale, féroce, et une pression supplémentaire dans un métier déjà extrêmement compétitif. Car nous avons besoin de temps pour créer. Je laisse la parole à ma collègue pour la suite de nos propos liminaires. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, donc j'aimerais juste rajouter que par rapport à tout ce qui a été dit et avec lesquels je suis d'accord, je voudrais juste rajouter que les récits qui sont véhiculés par les films et les séries, c'est un patrimoine extrêmement important pour l'humanité et pour la société tout entière, et il faut les protéger, il faut que ça reste humain. Parce que ce sont à chaque fois des prototypes, ça n'est pas automatisable, ça n'est pas reproductible de manière automatique. Et aujourd'hui, on essaie de nous faire croire qu'une IAG peut créer des récits exactement comme nous, en s'inspirant d'œuvres existantes et de procédés narratifs éprouvés. Mais c'est oublié, comme on l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, que notre matière première principale, c'est nos expériences vécues, nos réflexions sur le monde, nos émotions, nos sensations.
Et ça, c'est quelque chose qu'une IA ignore complètement. Et c'est pourtant ce qui rend les œuvres vivantes, émouvantes, chargées de sens, comme on l'a dit, et qui fait qu'elles résonnent à travers le temps et entre les gens qui en débattent. Parce que les fictions servent à débattre de la société à travers les gens qui en discutent en famille, entre amis, entre collègues. Et c'est quelque chose de très important qui fait un socle sociétal et qui fait notre culture et qu'on doit protéger. Alors qu'une IA ne connaît rien à l'existence humaine et c'est pourtant le sujet principal de tous les épisodes et de tous les films. Et elle ne génère que du simulacre mort. Et comment pourrait-elle nous remplacer pour faire ça? Ça nous paraît aberrant, nous scénaristes, nous auteurs. Et aujourd'hui, on a des exemples concrets, je peux vous en parler, où des scénaristes, par exemple, s'entendent dire bon, bah, fais juste un pitch, on le met dans l'IA, et elle nous pond un scénario immédiatement, et toi, ensuite, tu le retravailles pour le rendre humain et plus vivant. Et on en arrive donc à cette absurdité où on nous relègue à la tâche, au lieu de la tâche de créer, de rectifier, de donner un vernis d'humanité à un travail de la machine. Alors que sans les machines, les œuvres seraient directement humaines et vivantes. Donc pour nous, c'est complètement inutile. Et aussi, on essaie de nous faire croire que ce n'est qu'un simple outil. Mais c'est bien plus que ça, quand on laisse cet outil faire des choix à notre place. Actuellement, par exemple, il y a de nombreux projets de séries et de films qui sont générés par des IA ou assistés par des IA. Et du coup, les producteurs se retrouvent souvent de plus en plus submergés par des envois de projets très, très conséquents. Et du coup, ils les font lire, comme on disait, par des IA et sélectionnés par des IA. Ce qui pose vraiment, quand plus aucun humain ne lit ou n'écrit, ça pose vraiment la question, c'est qui a vraiment le contrôle des choix éditoriaux et artistiques, qui est l'outil vraiment, et est-ce qu'une IAG qui sélectionne des projets dans une production, est-ce qu'elle n'aura pas tendance à sélectionner uniquement des projets qui ont été générés par IA parce que c'est ses codes? Ça pose la question. Et est-ce que ça ne nous incite pas nous-mêmes, auteurs humains, un jour à penser comme des IAG et à concevoir les projets comme elles pour passer le tamis de la sélection? Donc ça nous paraît extrêmement dangereux et délétère. Et il y a des IAG aujourd'hui qui remplacent les lecteurs, les script doctors et même les directeurs d'écriture et de collection sur des séries afin d'orienter et de corriger le travail des auteurs qui n'ont pas possibilité de discuter de ces orientations. Est-ce que ce n'est pas irresponsable de laisser ce pouvoir à une IAG sur une série d'animations que nos enfants vont regarder quand on connaît ses lacunes en matière de narration et de psychologie humaine et ses biais culturels qui sont parfois racistes, sexistes et j'en passe? En fait, là, on arrive à des aberrations qui vous montrent des dérives et tout ça, c'est qu'un début parce que ça risque d'empirer. Et nous, on a donc vraiment besoin d'un soutien politique pour limiter l'invasion de l'IAG dans la création. La création devrait rester humaine complètement. Et on aimerait que les œuvres assistées ou générées par IA ne soient plus financées, subventionnées, récompensées ou primées par des organismes publics et des festivals, parce que ça crée une énorme concurrence déloyale pour nous. Nous, on n'a pas les moyens, en tant que simple auteur, d'attaquer les géants de la tech pour le préjudice qu'elles nous ont causé avec le pillage. Donc, on a besoin d'aide pour que ces vols, recels et contrefaçons perpétrés par les systèmes d'IAG, en piétinant les créateurs et le droit d'auteur, la propriété intellectuelle, comme on l'a dit, soient sanctionnés et dédommagés et pas simplement reconnus. Et une rémunération demandée en échange de l'utilisation de nos œuvres par l'IA ne suffit pas pour nous. Ce qu'on demande surtout, c'est que par défaut, nos textes ou nos œuvres ne puissent pas être moissonnés, copiés, analysés, jugés et modifiés par une IAG, sauf consentement de notre part. Et ça, c'est quand même très important. Ce consentement, il ne doit pas être décidé en notre nom. Il devrait être individuel et donné par les auteurs. Et ensuite, on aimerait que la démarche de s'opposer à l'utilisation de l'IA dans les créations, avec les créations, ne soit pas à la charge des auteurs, en fait. C'est la demande de consentement qui doit être à la charge de ceux qui veulent exploiter nos œuvres avec les IAG. Et donc, c'est pour ça que nous souhaitons, nous aussi, l'opt-in et le consentement individuel des auteurs. En somme, on réclame une création responsable, éthique et humaine.
Et ce n'est pas seulement pour sauver nos métiers, c'est pour toute la société et l'humanité. En vous remerciant de votre écoute. Merci. Merci, madame. La SRF, peut-être, non? Oui, bien. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, pour l'invitation. Donc, la SRF représente 580 cinéastes, dont Cédric Lapiche, Justine Triet ou encore Jacques Audiard. Donc, c'est une organisation de cinéastes. Il est difficile, en tant que cinéaste, d'être hostile à l'innovation technologique, technique. On est dans un art qui, dès sa naissance, est appuyé sur le technique, sur la technologie. Il y a eu un certain nombre de révolutions technologiques tout au long de l'histoire du cinéma. À chaque fois, ces révolutions ont été digérées, je dirais, par les créateurs. Ça a bouleversé les pratiques, ça a bouleversé les esthétiques, que ce soit dans la fiction, le documentaire ou l'animation. Il y a un exemple très, très connu, c'est par exemple la diminution des caméras dans les années 50, la taille des caméras, du poids des caméras, a fait que les cinéastes soudain sont sortis des studios, n'ont plus eu besoin de rails de travelling, et sont sortis dans la rue, ce qui a sans aucun doute généré la nouvelle vague, qui est restée célèbre dans le monde entier. Nous voilà en face d'une nouvelle révolution technologique, l'IAG, mais pour la première fois, je pense que c'est plus qu'un outil, un nouvel outil entre les mains des créateurs, qui permettrait de nouvelles esthétiques, éventuellement, on ne sait pas exactement encore lesquelles, mais c'est pour la première fois un outil qui peut éventuellement, en tout cas en théorie, remplacer le créateur. Donc effectivement, vous avez souvent parlé dans les auditions précédentes de rupture. Là, réellement, je pense qu'on est tous d'accord, il s'agit d'une rupture anthropologique. Vous avez employé le terme plusieurs fois. Donc en tant que cinéaste, encore une fois, on n'est pas opposé à cet outil à partir du moment où c'est un outil qui est mis entre les mains du créateur et non pas qui a vertu à remplacer le créateur. Concrètement, comment faire pour que ça reste un outil et pas un danger de remplacement? La première chose à faire, et là je pense qu'on est tous d'accord aussi, c'est de faire en sorte que les fournisseurs d'IA cessent de nier l'humain, justement. Si on veut que l'humain soit au centre, il faut que les fournisseurs d'IA cessent de nier les créateurs et les créatrices. On sait très bien que l'intelligence artificielle générative est née, on l'a dit, sur un braquage, est née dans le cynisme le plus total. Il y a une ligne politique qui se dessine suite au rapport d'Alexandra Ben-Samoun, suite aux propositions de loi de Madame Darcos, suite au rapport de M. Voss qui a été récemment adopté par le Parlement européen. J'imagine que la route est encore longue, mais effectivement, comme nos camarades, nous demandons, pour le résumer, le renversement de la charge de la preuve. Pour que les rapports de force entre fournisseurs d'IA et créateurs soient un tout petit peu moins déséquilibrés. Mettre l'humain au centre de cette technologie, ça veut dire aussi respecter les gens qui concrètement fabriquent les films. En tant que cinéaste, on est vraiment très préoccupé de toute la filière, que ce soit les scénaristes évidemment, mais aussi tous les gens dont on a besoin, dont l'expertise est absolument indispensable pour la fabrication d'un film. Ça passe de chef décorateur, mixeur, etc., dont les métiers sont effectivement en danger. Et puis il y a un point qui a été, à mon avis, peu abordé. On se soucie en tant que cinéaste de l'impact écologique, ça a été dit, de cette nouvelle technologie. Peut-être qu'il y aura des avancées qui permettront de diminuer les effets délétères de cette technologie, mais pour l'instant, elle est extrêmement consommatrice d'énergie, extrêmement consommatrice d'eau. Donc on arrive à un moment où nous on est inquiet que pour économiser quelques cachets d'acteurs ou de figurants, pour économiser une semaine de salaire d'un chef décorateur, on se retrouve à participer à des productions qui non seulement vont contribuer à la paupérisation des techniciens de cinéma qui est en cours, mais en plus participer au désastre écologique qui s'annonce. Donc ce que nous on demande, c'est effectivement un encadrement, enfin, à part le côté juridique et le non-transfert,
le non-partage de la richesse créée, qui est un gros problème. Au-delà de ça, on voudrait qu'il y ait un encadrement du recours à l'IA. Sous quelle forme elle serait à discuter, c'est-à-dire le recours à l'IA n'est pas forcément délétère. Quand il s'agit, par exemple, de remplacer, enfin, de créer quelque chose qui n'aurait pas pu être créé sans cette technologie. Je pense au VFX, ou je pense à supprimer, par exemple, la souffrance animale sur un plateau. Ça peut être très vertueux. Encore faut-il l'encadrer, encore faut-il arriver à faire le partage entre ce qui serait vertueux et délétère. Et enfin, nous on propose que le spectateur soit prévenu du recours à l'IA. Il y a une sorte de label, une sorte de marqueur qui préviendrait le spectateur de l'utilisation ou non de l'IA. Là aussi, c'est une question complexe, parce que je pense que c'est bien plus compliqué qu'un pourcentage à définir, au-delà duquel le film serait de l'IA. Donc ça, c'est une question complexe à débattre. On aimerait, nous, participer à ces réflexions. Merci, monsieur. S'il n'y a pas d'autres interventions, je passe la parole à madame la rapporteure. Merci Monsieur le Président. Merci pour vos propos introductifs. Comme Monsieur le Président l'avait rappelé, on a pu parler de l'IA dans le cinéma ou l'audiovisuel. Je pense que vos propos nous ont surtout rappelé des séances précédentes où on a pu entendre des auteurs, que ce soit dans la musique, que ce soit aussi dans la littérature, où franchement on arrive à avoir ce même attachement à la part humaine dans la création, pas seulement pour une profession, mais pour le patrimoine et l'humanité en général. J'ai été assez interpellée sur ce que vous avez pointé comme utilisation de l'IA par les producteurs pour auditer, on va dire, les scénarios que vous pouvez proposer. Ce qui me mène à vous donner l'occasion de nous dire dans quelle mesure cette pratique est répandue, comment vous en êtes informé par les producteurs eux-mêmes, ou est-ce que vous le connaissez ou vous en connaissez l'existence par des voies détournées? Quelles sont les capacités à évoluer là-dessus? Connaissez-vous par exemple des producteurs ou des organisations qui auraient commencé à le faire et qui se seraient éloignés de cette pratique? Comment vous avez pu débattre avec eux de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour contrôler, pour reprendre des mots que vous avez utilisés, votre travail et la qualité de vos propositions? Allez-y, je vous en prie. C'est difficile de répondre à la place des producteurs, mais ce que je peux déjà vous répondre sur cette question, c'est que il y a une société qui s'appelle Genario, dont vous avez sans doute entendu parler, qui, il y a quelques années, avait signé plusieurs partenariats, notamment avec des groupes de production audiovisuelle. Ils avaient signé un partenariat avec Pathé, avec le groupe Banijé, si je ne me trompe pas, avec des diffuseurs également, avec Arte, avec TF1. Et on sait que, je précise pour ceux qui l'ignorent, Genario, c'était avant tout une entreprise qui s'appuie sur des IA déjà existantes, comme Claude ou ChatGPT, et qui proposait des abonnements avec des prompts personnalisés pour, par exemple, rédiger des fiches de lecture, des synthèses, des documents qui étaient envoyés par les auteurs, proposés aux producteurs ou à des diffuseurs. Et c'était la principale utilisation. Aujourd'hui, cette société, je crois qu'elle est en difficulté, il me semble, sur le plan économique, et que la qualité de l'offre qui était proposée fait que beaucoup de producteurs se sont un petit peu détournés pour eux-mêmes utiliser directement ChatGPT ou Claude dans ce cadre-là, pour faciliter les fiches de lecture dans les documents qu'ils reçoivent de la part des auteurs. Le problème, c'est que, d'ailleurs, entre parenthèses, il y a eu un article de l'Humanité sur Genario qui est paru la semaine dernière, qui est très, très intéressant. Dans tous les cas, que ce soit via ChatGPT, Claude ou d'autres outils, oui, de fait, on sait en tant qu'auteur que beaucoup de producteurs utilisent ces outils-là pour faciliter la réception des nombreux projets qu'ils reçoivent. On n'en est pas informé en tant qu'auteur. Et c'est tellement problématique que je pense que beaucoup de salariés dans les sociétés de production ne réalisent pas forcément. Pour eux, ils le voient comme un gain de temps. Quand ils ont 100 projets à lire en X temps et que ça leur permet de gagner du temps, ils vont l'utiliser. Mais ils ne réalisent pas nécessairement qu'à partir du moment où ils
télécharge le document dans un outil comme ChatGPT ou Claude ou autre, qu'il le livre comme base d'entraînement à cette IA sans l'autorisation de l'auteur. C'est la raison pour laquelle le syndicat des scénaristes vient en partenariat avec le SFAL, le syndicat français des agents et artistiques littéraires, donc le syndicat des agents qui nous représente pour négocier nos contrats auprès des producteurs. Nous venons d'annoncer aujourd'hui, nous avons mis en place un avertissement légal qui pourra figurer sur les textes que nous envoyons aux producteurs ou dans le corps de mail que nous envoyons pour informer les producteurs que nous refusons le fait que notre texte soit téléchargé dans une IA. Évidemment, quand on fait ça, c'est une façon de créer le dialogue, parce qu'on n'a pas forcément l'œil par-dessus l'épaule du producteur dans son bureau pour savoir comment il travaille au quotidien, mais c'est pour créer un dialogue et informer les producteurs sur le fait qu'ils ne peuvent pas faire cela sans notre autorisation. Si on ressent le besoin de les avertir, c'est parce qu'on sait que certains le font. Oui, je vous en prie, monsieur. Juste pour rajouter, donc la plupart du temps, effectivement, on le sait par la bande, et on le sait aussi par le fait que certains lecteurs, c'est souvent en présélection que ça se passe, hein. Certains lecteurs n'ont plus de job, sont remerciés, donc effectivement, ils sont en réalité remplacés tout simplement. Parce que c'est vrai que c'est pratique l'IA, hein, pour faire une présélection. On a une première lecture, une fiche de lecture, et on va se servir de cette fiche de lecture pour décider quel projet on va plus regarder. En tout état de cause, la solution, c'est bien ce qu'a fait le syndicat des scénaristes, mais ça peut aussi nous mettre à l'index, hein, c'est-à-dire le fait que vous envoyez, par exemple, dans une région où il y a une présélection, un texte en disant « je ne veux pas être lu par une IA », peut-être que vous allez être mis automatiquement de côté, on n'en sait rien. Donc c'est pour ça qu'il faut une régulation pour empêcher que la lecture soit faite par une IA. Bon. Aussi pour les raisons qui ont été évoquées par plein de gens comme nous, c'est-à-dire que ce faisant, les IA ont notre texte sans notre consentement et donc contre le droit d'auteur. Voilà. Diamant Berger avait levé la main. C'est un point d'information parce qu'il y a 2 ans, nous avions organisé les rencontres de l'ARP et nous avions fait en effet déjà une première table ronde sur l'IA et où nous avions invité Marc Missonnier, qui est un producteur important français qui a été président de l'UPC pendant 2 ans, je ne sais pas s'il l'est encore, et qui nous a dit tout à fait publiquement, donc c'est pas par la bande, qu'en effet il faisait lire ses scénarios par Génario, qui est donc cette IA lectrice et compagnon de route de certains scénaristes, et parce que ils avaient trop de scénarios à lire. Donc c'était dit publiquement. C'était pas. Oui, monsieur Lefebvre, je t'en prie. Oui, moi j'ai connaissance de producteurs, dont je dirais le nom, qui me disent utiliser l'IA, non pas pour juger les scénarios, mais pour exemple faire des résumés, des synthèses, parce que la recherche de financement d'un film demande beaucoup de dossiers, CNC, régionaux, etc. Chaque fois avec des tailles de résumés éventuellement différentes. Et par conséquent, ils mettent dans la machine, quelque part, le scénario, pas forcément pour le juger, mais effectivement, moi je suis très inquiet du nombre d'œuvres qui partent comme ça alimenter ce que nous, on ne souhaite pas alimenter. Oui, je voulais rajouter juste un petit point. Vous devez savoir qu'on a passé un accord auteur-producteur après de longues années de négociations qui s'est signé, je crois, début octobre de l'année passée, dans le cadre de l'accompagnement du CNC qui a encadré ces négociations. Et il a bien sûr été question à un moment de ce point, puisque les situations se multipliaient et donc plusieurs auteurs ont alerté le CNC sur ce genre de dérive. Donc le CNC est au courant et devrait théoriquement ouvrir un cadre de négociation sur ce point précis entre auteurs et producteurs. Après, il me semble qu'il y a urgence. Je ne sais pas si l'urgence est tout à fait bien dans la tête de chacun. Merci, madame. Oui, madame. Merci. Moi, je voudrais préciser une chose sur ce phénomène, en fait, que l'on retrouve souvent et surtout dans les secteurs à gros volume, pour ne pas dire industrialisés, comme par exemple l'animation, parce qu'en fait, les producteurs, ils essaient de minimiser leurs risques financiers. Et ils cherchent
à trouver le projet ou l'épisode qui va faire des audiences, qui va marcher, qui va être vendu, etc. On sait par exemple, quand on voit par exemple des plateformes comme Netflix qui ont érigé les algorithmes comme les décideurs premiers, on se retrouve effectivement face à des producteurs, des diffuseurs, des distributeurs qui peuvent être tentés de mesurer la qualité d'un projet à l'aune de l'IA, de son expertise sur la technique dramaturgique. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la technique, la technicité d'écriture, plus que le contenu ou l'intention qui va primer, parce qu'elle serait garante du succès, en fait. Et il y a sans doute une longue habitude chez, bien sûr, les producteurs, les diffuseurs, d'avoir peur de perdre de l'argent et de ne pas faire confiance à ceux qui ont l'expertise dramaturgique, c'est-à-dire les auteurs et les scénaristes et les réalisateurs. Donc plutôt que de faire confiance, on va se substituer à lui grâce à l'IA en disant « Bon, est-ce que je l'achète ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que c'est suffisamment bien écrit pour faire de l'audience ?» Voilà la tentation de placer le projet dans l'IA pour le faire lire. Merci. Oui, je voudrais, pour abonder dans le sens de mes camarades et aussi recontextualiser un petit peu, je pense que le réflexe des producteurs, c'est aussi un réflexe de société en ce moment qui se trouve confronté à une augmentation des cadences générales. Et pour reparler de la réalisation, j'étais récemment sur un projet d'audiovisuel de télé où toutes les équipes, c'était un très gros budget, toutes les équipes m'ont rapporté être très surprise car désormais, alors c'était dans un milieu anglo-saxon, mais comme généralement ça arrive, on est en deuxième vague, où tout le monde avait la pression de travailler 7 jours sur 7. Pourquoi ? Parce que en fait, notamment avec l'aide assistée au travail de l'IA, il y a une capacité de production. Et nous sommes en décalage en termes anthropologiques entre la capacité de production en volume et la réalité de nos cerveaux dépendants de notre boîte crânienne et de nos corps. Et je pense que les producteurs, les réalisateurs, les scénaristes, nous, en tant que société, on fait tous face à ça. On se doit de produire, parce que sinon, le tapis roulant continue sans nous. Et en même temps, on a notre responsabilité morale. Voilà, c'était juste un... Madame la rapporteure. Merci. Merci beaucoup. Il y a effectivement une logique de submersion. L'une d'entre vous a utilisé ce mot, où on a l'impression que la production est facilitée avec l'IA. Donc on a une multiplication des propositions et manque de temps pour les analyser. On arrive quand même à des situations complètement paradoxales où on peut avoir des scénarios générés avec l'IA qui vont être triés, analysés par des logiciels IA de producteurs. Enfin, on arrive à quand même quelque chose qui tourne en boucle et effectivement, il faut pouvoir se sortir de cette situation. Dans vos relations entre auteurs et réalisateurs et aussi de auteurs avec producteurs ou de réalisateurs avec producteurs, quelle est aujourd'hui la place de l'IA dans ces relations, dans ces éléments contractuels ? Est-ce que vous avez eu déjà des producteurs qui vous ont demandé de garantir qu'aucune IA avait été utilisée, ne serait-ce même que dans vos travaux de recherche pour la production de ce scénario ? Est-ce que vous avez au contraire un devoir d'indiquer dans quelle mesure vous avez utilisé, si vous l'avez utilisé, un outil d'intelligence artificielle ? Est-ce que vous avez, à votre connaissance, entre l'interdiction et l'information qui vous est demandée, des encouragements aussi à utiliser l'IA. C'est-à-dire que pour aller plus vite, est-ce que vous avez eu dans ces relations-là l'encouragement, voire l'obligation de les utiliser ? Je vais aller vraiment de bout en bout. C'est-à-dire que certains peuvent vous interdire toute utilisation, d'autres vont vous dire « mais passe, s'il te plaît, par des outils, ça me facilitera la tâche ». Quels sont aujourd'hui dans les contrats que vous pouvez avoir ou dans les relations, quand est utilisé, quand est évoqué l'IA, voilà, les différentes nuances que vous pouvez avoir dans les contrats ou vos négos. Oui, Monsieur Moreau.
Oui, après je pense que je vais laisser la parole à la Guilde sur les clauses IA. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'il y a quelque temps des clauses types qui ont été négociées entre la SACD et les syndicats de producteurs sur le sujet des IA. Ces clauses types, elles ont valeur de recommandation, elles n'ont pas de caractère obligatoire dans le contrat, mais on sait du coup qu'elles sont utilisées par les producteurs pour les inclure dans leur contrat, dans la négociation qu'il y a après entre auteurs et producteurs. Et ces clauses types, telles que nous les lisons au SDS, celles qui ont été négociées par la SACD et les syndicats de producteurs, elles sécurisent avant tout les producteurs sur le fait qu'éventuellement des IA génératives auraient été utilisées dans le document de départ qui est proposé par l'auteur ou dans les documents qui sont rédigés ensuite, mais elles sécurisent très peu l'auteur pour la suite. Et ensuite, le deuxième point que je voulais évoquer, c'est qu'on sait aussi que les plateformes de streaming, de plus en plus, les acteurs internationaux, sont très vigilantes dans les contrats à ce que ce soit sur des projets de films ou de séries, à ce que absolument aucune IA générative n'ait été utilisée par les auteurs dans l'écriture. Et ça n'est pas nécessairement par rejet, par principe de la technologie, c'est parce que ces plateformes veulent utiliser leurs outils internes. Ils veulent maîtriser la chaîne de droit et s'assurer que les textes qui seront remis par les auteurs dans le cadre du développement de ces séries ou de ces films puissent être utilisés plus tard, éventuellement en interne, mais qu'il n'y ait eu aucune utilisation d'IA externe, encore une fois, pour sécuriser la chaîne de droit. Ça n'est pas un rejet de l'outil en soi, c'est une volonté de sortir des outils ouverts et accessibles à tous et de canaliser pour les acteurs qui en ont les moyens, donc principalement les grands groupes américains, de sécuriser l'utilisation et que ça reste en interne. Merci. D'autres réactions? Oui, Madame Pujol. Merci. Je vais compléter effectivement les clauses que nous voyons apparaître dans les contrats en audiovisuel sont les clauses effectivement SACD. C'est pour ça que nous, à la Guilde, nous avons pris la décision de créer des clauses plus protectrices des scénaristes et des auteurs globalement, en introduisant par exemple des clauses interdisant aux producteurs de créer des pitchs, des synopsis, des scripts, des suites, des préquels avec le travail fait par les scénaristes, parce que ça, c'était pas prévu typiquement. Et puis il manquait aussi effectivement de réciprocité. Donc ça, on arrive à les faire imposer nos clauses dans certains contrats. Je voulais juste aussi préciser que dans les contrats, souvent, c'est écrit sans l'accord de l'auteur. Donc, ce qui se passe, c'est le contrat en lui-même est irréprochable, et c'est ensuite, dans la pratique, que le producteur ou le directeur d'écriture, directeur de collection, peut demander à un auteur l'IA, ça t'intéresse, tu n'es pas contre? Bon, ben alors, on va... fais-moi un pitch, et puis on va le finir en interne. C'est ce qui était dit tout à l'heure, on le finira en interne. Ou, t'inquiète pas, les dialogues, on fera un petit polish par l'IA. Parce qu'en fait, ça, c'est une accélération de quelque chose qui est déjà constaté dans les projets audiovisuels, pareil à gros volume, c'est-à-dire la capacité à certains personnels salariés à la production, notamment le directeur d'écriture, le directeur de collection, à faire des polish, à compléter, à modifier, parfois sans que l'auteur soit au courant, le texte pour le conformer à des contraintes éditoriales ou de fabrication. Et c'est là que s'arrête la liberté de l'auteur, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est coincé, enfin l'auteur scénariste, il doit se battre pour son point de vue, pour faire exister ce qu'il a envie d'écrire, tout en respectant un cahier des charges. Et parfois, le cahier des charges nous est plus violemment imposé que ce que l'on aimerait. Et avec l'IA, cette violence, elle existe désormais de facto. Voilà. Madame Franzen. Madame Franzen, je pense. Ou monsieur... Nous, enfin, en tout cas moi, je n'ai pas été sollicité par un producteur pour utiliser l'IA directement. Mais ce qui m'inquiète, c'est que même dans une relation idéale réalisateur-producteur, où le producteur est très respectueux de la transparence et qu'elle est mutuelle, un scénario circule tellement en cours de financement, que ce soit les Sofica, que ce soit les comédiens, les agents, les régions, que vraiment, je pense qu'il faut mettre un cadre extrêmement contraignant pour interdire effectivement l'usage de l'IA pour l'évaluation des scénarios. Même dans une relation absolument idéale
on se sent très peu protégé. J'ajoute que, là ça c'est plutôt en tant qu'auteur, en tant que réalisateur, moi il m'est arrivé d'utiliser de l'IA sans le savoir, sans le vouloir. Par exemple dans le son, le mixage d'un film, avant on appelait ça, encore maintenant, des plugins, moi un peu mystérieux. Récemment, moi j'ai eu à mixer un film où il y avait des sons qui étaient pris dans une forêt, qui mélangeaient voix humaine, bruit de la forêt, bruit de minéraux, de rivières, etc. L'intelligence artificielle capable de faire la différence entre ces différents sons, de les trier, etc. Ça s'appelle un plugin. Après, je me suis renseigné, c'est tout simplement l'intelligence artificielle. Moi, j'ai pas été choqué par cette utilisation-là. Je pense pas qu'elle ait été très néfaste, mais je n'étais pas conscient de le faire. Et je pense que ce genre de cas se répète à peu près dans toute en post-production ou dans la conception des décors, etc., dans toutes les étapes de la fabrication d'un film. Husson. Madame Husson, je vous en prie. Ah, pardon. Merci. Oui, ce qui m'amène à faire écho à ça, en fait, nous sommes en plein Far West et du coup, il y a la réglementation étant tellement basique, effectivement, on ne sait pas si on utilise l'IA et ça pose le problème à terme de savoir est-ce que ce qu'on a cru utiliser en toute bonne foi là ne va pas être à un moment réglementé et donc plus utilisable, donc plus exploitable, d'où l'urgence en fait de légiférer tout ça très 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 rapidement parce que sinon, moi je sais que je ne suis pas la seule, on est beaucoup à se dire de toute façon je préfère ne pas Bartleby parce que ça va venir nous mordre la queue par derrière et c'est pas souhaitable. Mais en tout cas, moi je sais que depuis à peu près 12-18 mois, quand j'envoie quelque chose en tant que scénariste et réalisatrice, et je suis sur sur le monde français, le monde anglo-saxon aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai aucune prise sur qui lit, qui donne aux IA. Et c'est vrai que c'est un peu désemparant. Madame Stein, je vous en prie. Oui, merci. Je voulais ajouter que, en fonction des secteurs, l'usage de l'IA est plus ou moins répandu et le cinéma reste encore un tout petit peu plus artisanal de ce point de vue. Donc, dans les contrats des scénaristes de cinéma, il reste encore relativement rare. Enfin, c'est pas rare, mais disons que c'est pas majoritaire qu'il y ait des clauses IA encore. En revanche, ce qui est vraiment important, c'est non seulement évidemment d'avoir des clauses protectrices, des clauses type protectrices, mais aussi d'encadrer les pratiques, comme tous mes camarades viennent de le dire. Et l'accord interprofessionnel, à cet égard, est vraiment le bon véhicule, c'est-à-dire la discussion collective pour se mettre d'accord sur les pratiques. Par exemple, dans le cadre de l'accord qu'on vient de signer, on a mis en place ce qu'on appelle une fiche généalogique d'écriture. C'est quelque chose qui aurait dû exister depuis bien longtemps déjà, qui garantit à tous une bonne information et une transparence sur la totalité des auteurs qui sont intervenus sur un scénario. Eh bien, en fait, comme le disait Marine de la SRF, il va falloir qu'on discute de nos pratiques et qu'on se mette d'accord sur des règles à cet égard. Et donc voilà, on appelle effectivement de nos voeux cette discussion qu'on aura certainement avec les producteurs et qui était probablement encore un peu prématurée il y a 1 an ou 2 parce que les usages progressent quand même assez rapidement, mais là je pense qu'on est mûr. Et je voulais ajouter un point. C'est que même si nous encadrons nos pratiques et nos contrats, il y a un autre aspect qui est important, c'est celui des conditions générales d'utilisation de ces outils. Il serait quand même assez utile qu'on ait une expertise juridique et collective sur les contrats qui lient les utilisateurs de ces logiciels aux entreprises qui fournissent ces logiciels. C'est-à-dire que si nous, par exemple, on se met d'accord avec les organisations de producteurs et entre organisations d'auteurs sur des usages, mais qu'on signe dans le cadre de nos contrats commerciaux avec des sociétés d'IA des contrats qui finalement dérogent ou sont contradictoires avec ceux sur quoi on s'est mis d'accord, ça ne servira pas à grand-chose. Et notamment, je pense à la question qu'on vient d'évoquer, à savoir le respect de l'intégrité de la data et de sa non-transmission à d'éventuels tiers ou de son non-usage pour alimenter les modèles.
Madame la rapporteure. Merci beaucoup. Alors, on voit qu'il y a un nœud autour de l'information. Parfois, on utilise l'IA sans le savoir. Parfois, des personnes avec qui on travaille l'ont utilisé, mais je ne le savais pas. Et donc, je voulais vous interroger sur la nécessité d'améliorer l'information sur toute la chaîne de valeur de l'utilisation de l'IA. Est-ce qu'il vous paraît pertinent de pouvoir introduire ce qu'on pourrait appeler un IA score qui serait sur le principe un peu du Nutri-Score, mais c'est-à-dire du recours ou pas à l'IA, qui déterminerait du coup une espèce de label qui viendrait dire eh bien ce scénario n'a pas du tout utilisé d'IA ou a utilisé 10%, enfin en gros un nuancier d'utilisation, et puis surtout quelles conséquences tirer de cette labellisation ou en tout cas de ce nuancier. Dans la labellisation, il y a les 0% garantie sans IA, il y a les 100% utilisant l'IA, il y a quelque chose entre les deux, mais on peut imaginer qu'on peut en tirer des conséquences. Première conséquence, ça peut être au niveau des soutiens publics. On a des soutiens publics à des projets autour de ces scénarios. Est-ce que le fait d'utiliser à 100% ou ne serait-ce qu'à moindre des outils d'intelligence artificielle, eh bien ça fait qu'on fait sauter la subvention, on fait sauter l'aide ou pas. Quelle est aussi la conséquence au niveau de l'exposition, l'exposition des contenus générés avec IA? Est-ce que ce sont des œuvres à montrer ou à laisser disponibles, mais sans favoriser forcément leur exposition? Et puis, enfin, forcément, des questions de la rémunération. Vous venez de parler de la fiche généalogique d'écriture. On pourrait se dire qu'à un moment, si l'IA a pu intervenir, est-ce que le fournisseur d'IA peut prétendre à une rémunération? Je vais un peu dans la provocation parce que autant aller jusqu'au bout, parce qu'il aurait fourni une partie de cette histoire généalogique. Donc voilà, c'est quel est le niveau d'information sur l'utilisation et le recours à l'IA à voir, à quel niveau de la création de la chaîne de valeur, l'utilisateur final, c'est-à-dire le spectateur, qu'est-ce qu'il doit avoir comme information et quelles sont les conséquences à tirer de l'information sur le recours à l'IA, donc avec peut-être d'autres utilisations que je n'ai pas mentionnées. Je vous remercie. Monsieur Hébert, vous recommencez. Oui, alors l'information, le souci qu'on a, c'est qu'elle doit exister dès le départ, parce que nous, dans la chaîne de valeur, on est au départ de la chaîne de valeur quand on écrit. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on ait de tous les intervenants leur volonté. Et il faut qu'on puisse, c'est pas juste une information, il faut qu'on puisse décider. Il faut qu'il y ait un cadre qui puisse nous faire empêcher, par exemple, un producteur d'utiliser nos textes avec l'IA. Hein. Donc, parce que la version Nutri-Score, c'est surtout pour les consommateurs. C'est bien qu'ils le sachent, mais nous, c'est dès le début qu'on a un petit souci. Et même un gros souci. L'autre problème qu'on a, c'est la propriété intellectuelle. Car pour l'instant, nous sommes dans le flou le plus total. C'est-à-dire, et c'est ce que disait Sabine Le Stum, à qui appartient, au bout du compte, le texte généré par l'IA? Moi, je n'en sais rien. Pour l'instant, on a une comparaison qui est un peu osée dans la profession, mais on dit on a les mêmes problèmes qu'avec les dealers de drogue quand ils sont arrivés sur le marché avec l'héroïne. C'est-à-dire qu'au début, tout est beau, tout est bien, c'est pas cher la dose. Et puis quand vous êtes accro, on vous dit « Ah, on a oublié de vous dire, c'est un peu plus cher finalement, et puis ça va être compliqué. » On a bien peur de tout ça, et ça nous est relativement confirmé par les gens du secteur de l'IA. Qui nous disent, ben oui, là, vous ne payez pas l'IA actuellement, et puis vous ne savez pas grand-chose sur la propriété de l'IA.
Donc c'est pour ça qu'il faut absolument le savoir, parce que ce serait quand même un comble qu'on utilise l'IA dans un scénario et puis qu'un jour, les sociétés d'IA nous disent au fait, grâce au Nutri-Score, on sait que vous avez utilisé 20% de l'IA, il va falloir que vous payiez quand même sur les droits. Donc ça, ce n'est pas aujourd'hui stabilisé. On est dans le flou le plus total. Donc il y a quand même un danger pour tout le secteur à utiliser aujourd'hui une IA qu'on nous présente comme gratuite. Mais bon, j'ai un certain âge. Moi, quand on me vend des choses gratuites au début, j'ai un petit peu des doutes sur la suite des opérations. Donc ça aussi, il faut qu'on le sache et qu'on le sache au plus vite. La position qu'à peu près, j'imagine, tout le monde a ici, c'est que de toute façon, les textes générés par l'IA ne peuvent pas faire partie de la propriété intellectuelle. Voilà. Donc, dire on va faire des pourcentages, c'est fractionner la propriété intellectuelle. Toutes ces questions-là, il faut bien en être conscient quand même, parce que personne ne rentre dans ces détails, mais ils sont horribles, ces détails. Il va bien falloir un jour qu'on se mette à table et qu'on en discute très franchement. Parce que ça pose un grave problème. Comme se pose le problème, quand la guilde raconte que certains producteurs se permettent de finir le scénario sans en parler à l'auteur, je veux dire, on est en plein dérapage total du droit d'auteur et de la légalité française. Donc on fait quoi ? Une de nos collègues a dit c'est le Far West. Mais oui, c'est le Far West quand même. Il faut quand même comprendre ça. Pour nous, c'est le Far West. C'est-à-dire, moi, je mets le doigt dans une machine que je ne connais pas. Et si ça se trouve, elle va me dire maintenant, t'as mis le doigt dedans, c'est toi tout entier. J'en sais rien ce qui se passe. Personne n'en sait rien. Même pas le producteur, même pas les organismes publics ou parapublics qui utilisent l'IA. Tout ça, on ne le sait pas. Et bon, comme l'IA nous a déjà pillé pour nos textes et pour pouvoir générer, parce que, bon, il faut bien comprendre, c'est de l'apprentissage automatique, hein, donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire dans l'IA. Je veux dire, c'est des systèmes probabilistes qui, grâce aux milliers de situations, savent, quand vous avez démarré une situation, quelle est celle probable d'après. Donc celle probable d'après, c'est un auteur qui l'a écrit, quelque part, ou des auteurs qui l'ont écrit. Donc c'est du pillage. Donc peut-on faire confiance à des gens qui nous ont pillés, qui continuent de le faire et le plus vite possible, c'est ce qui nous revient du monde des IA, parce qu'ils savent qu'un jour la régulation va venir. Donc il faudra aussi que la régulation, elle soit pour l'historique, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait avant. Et peut-on vraiment leur faire confiance à des gens qui restent dans un flou le plus total ? Aujourd'hui, vous ne savez pas à qui appartient quoi que ce soit. On ne peut pas continuer à produire des œuvres dans ce système-là. Ce n'est pas possible. Merci, M. Hébert. Madame Husson a demandé la parole depuis longtemps. Merci. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que nous n'avons pas de position officielle pour l'instant, tous parce qu'on est en pleine réflexion, mais qu'il faut aussi décadrer le débat et ne pas forcément le saisir avec les termes qui nous sont imposés. C'est-à-dire que tous, notre premier réflexe, c'est évidemment de penser en termes de pourcentage. Alors, à quel point c'est humain ? Mais peut-être que c'est pas comme ça, en fait, qu'il faut réfléchir. Et c'est ça qu'il faut interroger. Je pense qu'il faut se réapproprier les termes du débat et les dicter nous-mêmes. C'est-à-dire que je pense à un truc qui, moi, m'a énormément choquée sur les podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts et je me suis aperçue, en fait, que, par exemple, j'aime bien les podcasts d'histoire. Et en fait, il y avait une telle submersion justement des podcasts d'histoire que j'arrivais plus à trouver les podcasts humains. Et en fait, il faut se rappeler ce principe que la nature déteste le vide et donc ça va prendre la place, à moins que l'on ne lui accorde pas. Donc je pense qu'il faut reprendre la direction du récit. Voilà. Merci madame. Oui, monsieur. Alors, madame Franssen. Oui, je voulais juste rappeler une perspective qui est à l'étranger, mais c'est toujours intéressant de se comparer à ce qui se passe à l'étranger, surtout quand c'est en général un secteur qui a toujours quelques années d'avance sur nous. C'est qu'il y a eu une grève massive qui a ébranlé le cinéma américain il y a 2 ans. Cette grève est en grande partie liée à l'arrivée des IA. Pas uniquement, il y a évidemment d'autres facteurs, mais quand même en grande partie. Pourquoi ?
parce que, notamment dans la ville de Los Angeles, 70% des gens qui vivaient de cette industrie n'ont plus de travail. Des gens qui vivaient dans cette industrie depuis des années, pas même des nouveaux arrivants. Et ça a été un séisme parce que les acteurs, notamment les scénaristes, qui étaient les guildes les plus impliquées dans cette grève, sont aperçus de la dérive qui était en train d'arriver et qui était en train de les piétiner, notamment avec l'utilisation des IA. Et donc, ils ont négocié autant qu'ils ont pu pour essayer d'obtenir des protections. Ces protections, évidemment, nous, on les regarde et on y réfléchit. Parce que nous, aujourd'hui, on est dans un cadre où il n'y a pas de cadre. Voilà, on est dans un secteur qui fonctionne sans cadre sur tout ce domaine-là. On vient, après 5 années de négociations, essayer de trouver un cadre minimal du rapport auteur-producteur, qui a été très compliqué à trouver, et on n'a pas pu injecter une ligne sur l'IA parce qu'on a senti que ça allait être encore trop compliqué, que ça allait empêcher la signature de l'accord. Donc on a dû le laisser sur le côté de la route. Là, il est grand temps qu'on s'y penche et qu'on s'inspire de ce qui est fait aux États-Unis, c'est-à-dire, il me semble, enfin on est tous d'accord là-dessus, c'est qu'au minimum, une œuvre doit être majoritairement écrite par un auteur vivant, un être humain. De la même façon qu'une œuvre doit être réalisée par un réalisateur humain, majoritairement. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir un pourcentage d'un être vivant dans la création, mais qui doit être majoritaire. C'est, il me semble, le minimum sur lequel on est tous d'accord aujourd'hui, avant même d'entrer en discussion avec les producteurs et le CNC. Donc ça, c'est la base de ce qui devrait être déjà l'ouverture d'une réflexion du secteur. Je rebondis sur cette notion de majoritairement humain dans les accords qui ont été passés avec les scénaristes, notamment à Hollywood. Qui le détermine, en fait? Est-ce que vous... Enfin, je sais pas, c'est un peu technique, mais c'est en gros, qui décide de voir que c'est majoritairement humain ou pas, ou quels sont les procédés qui permettent de le deviner, en fait? Alors, il faudrait que je me renseigne auprès de mes collègues, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà une histoire de montant de rémunération. C'est-à-dire que si vous payez un montant assez élevé à un auteur, c'est que vous pensez que son travail quand même est de qualité et qu'il nécessite un vrai temps de travail derrière. Donc je vois mal un studio, par exemple, payer, je sais pas quoi, $500 000 un scénariste pour après se dire que finalement ils vont se servir de l'IA parce que ce sera mieux. Donc voilà, je pense que c'est aussi sur des montants. Donc comme eux, ils ont des minimaux précis dans l'embauche, du coup je pense que ça les protège de fait d'une utilisation majoritaire des IA. Et ensuite, je pense qu'il y a un suivi très précis, parce que tout se passe dans un cadre très légal là-bas, des étapes d'écriture, de qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui a été modifié avec l'accord de l'auteur ou pas, etc. Donc je pense qu'ils ont une chaîne beaucoup plus vertueuse à ce niveau-là. Merci beaucoup. J'avais on a parlé là de l'aval, c'est-à-dire voilà, si on utilise les outils d'intelligence artificielle, est-ce qu'un contenu peut être une œuvre, est-ce qu'il ouvre à tel ou tel droit d'accès, d'exposition, etc. Je voulais revenir sur l'amont. Vous en avez parlé spontanément lors de vos propos introductifs, notamment sur ce que sont les travaux du CSPLA, le rapport d'initiative d'Axel Voss adopté très majoritairement à l'UE, et puis la proposition de loi sénatoriale qui vise à renverser la charge de la preuve en établissant une présomption d'utilisation de toutes les œuvres par les fournisseurs de modèles d'IA. On se place ici dans une perspective, si on prend la proposition de loi, du contentieux, c'est-à-dire après. Quelles sont les capacités de vos métiers d'aller jusqu'au contentieux? Voilà, que vous puissiez me dire comment vous voyez cette étape du contentieux, comment, sans attendre même le contentieux, comment le vote d'une telle proposition de loi peut instaurer un rapport de force plus favorable avec les autres membres de la chaîne de valeur à laquelle vous appartenez, symboliquement, politiquement, vous l'appelez de vos voeux, mais concrètement, au-delà de sa portée juridique symbolique, quels seraient aussi d'autres qui sont avant le contentieux, d'autres apports pour mieux encadrer. Vous en avez cité quelques-uns, mais je vous donne l'occasion ici, parce que je crois qu'on arrive pas loin de la fin de cette audition, à pouvoir nous dire, voilà, que pensez-vous de la proposition de loi sénatoriale? Qu'est-ce qu'il faudrait en complément pour ne pas se satisfaire d'attendre le contentieux?
Monsieur Moreau, puis Monsieur Eulofen. Merci beaucoup. Avant d'évoquer la proposition de loi sénatoriale, il faut d'abord peut-être redonner quelques éléments de contexte sur la structuration de notre métier, de nos métiers. Les syndicats et les organisations professionnelles de scénaristes en particulier ont un rôle dans cette industrie qui n'est pas le même que dans d'autres branches de l'économie. Dans le monde du salariat, les syndicats ont un poids légal, historique, très important, ont des élections professionnelles, ont la possibilité de participer aux accords de branche, aux négociations. Dans notre secteur, il y a un rôle historique qui est joué par les organismes de gestion collective, qui fait que les organisations comme les nôtres n'ont pas le même poids que les organisations syndicales dans le monde du salariat. C'est très important de comprendre ça, et ça éclaire la suite de ma réponse. Sur la proposition de loi sénatoriale portée par la sénatrice Laure Darcos, elle va dans le bon sens, selon nous. On sait à quel point le calendrier parlementaire est serré pour qu'elle passe avant les prochaines élections présidentielles. On sait qu'elle a été formulée de façon très précise. Chaque virgule, chaque mot est important pour rester dans le cadre du droit français et ne pas tomber dans le cadre du droit européen, puisque ce sera attaqué là-dessus plus tard. Mais à notre sens, selon le syndicat des scénaristes, elle ne servira pas à grand-chose si on ne rentre pas vraiment dans une logique de contentieux. Si on reste dans cette perspective de réponse graduée et qu'on espère que le vote de cette loi, si on l'obtient, va obliger les acteurs de l'IA à venir à la table des négociations, malheureusement, j'aimerais me tromper, mais j'ai la conviction aujourd'hui que ce sera un échec et qu'en face de nous, on a des acteurs américains qui ont une culture de la judiciarisation des affaires, qui ont probablement déjà chiffré, estimé, mesuré combien pourrait leur coûter d'éventuelles actions en justice au niveau européen, et qui ont accepté, qui ont pris ce risque, qui l'ont intégré dans leur ligne comptable. Donc cette proposition de loi, elle aura du sens si elle est utilisée comme une arme pour aller au contentieux. Et aujourd'hui, qui peut aller au contentieux dans l'écosystème européen? Les organismes de gestion collective. Nos organisations n'ont pas, je parle en notre nom, je laisse mes camarades nous contredire, nous corriger si nécessaire, n'ont pas les ressources financières pour attaquer en justice. En tout cas, je parle pour nous, pour le syndicat des scénaristes, nous n'avons pas les ressources financières pour attaquer en justice Meta, Google, OpenAI, ou les acteurs chinois et les autres géants de l'IA. En revanche, en Allemagne, l'AGEMA, qui est l'organisme de gestion collective qui collecte les droits des musiciens, donc l'équivalent de la SACEM en France, s'est lancée dans une action en justice contre OpenAI. Elle a déjà obtenu une première décision favorable au tribunal de Munich. La procédure est en appel maintenant. On ne sait pas quelle en sera l'issue, évidemment. Mais néanmoins, elle a déjà fait ça et elle n'a pas attendu d'obtenir une loi sur la présomption d'utilisation des œuvres par les IA pour obtenir un gain de cause. Donc, c'est ça notre sentiment aujourd'hui au syndicat des scénaristes. Pour le pillage des œuvres à venir, seul le législateur français et européen pourra nous protéger, en essayant de corriger l'erreur de 2019 et de l'exception TDM. Pour ce qui est du pillage qui a déjà eu lieu sur les œuvres existantes actuellement, la seule possibilité, c'est la sanction judiciaire. On ne peut pas juste rémunérer a posteriori et se dire que c'est bon si on est rémunéré. On doit sortir de cette posture purement financière. On doit comprendre qu'il y a eu une violation flagrante du droit d'auteur. Elle doit être sanctionnée judiciairement et elle ne sera sanctionnée que si les organismes de gestion collective rentrent dans une logique de contentieux en s'appuyant potentiellement sur cette proposition de loi sénatoriale. Monsieur Eulofen. Je vais y arriver. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais néanmoins, j'ai écouté avec attention l'audition de Mme Bensamoun, ici même, qui disait que, avant même le contentieux, le fait que cette loi, et j'espère vraiment qu'elle sera adoptée, comme nous tous ici, change un petit peu le rapport de force. Du moment qu'il y a un risque de contentieux, ça change déjà le rapport de force. Encore faut-il que ce risque, effectivement, soit un tout petit peu effectif, un tout petit peu réaliste pour les fournisseurs d'IA. Donc c'était juste pour redire, effectivement, que sans aller forcément individuellement au contentieux, je pense que c'est très important que cette proposition de loi soit adoptée. Très important pour nous. Et pour ce qui est en complément de cette loi, moi je reviens à notre propos liminaire, ça serait pour moi le recours à l'IA encadré
Et je reviens à la question précédente du Nutri-Score. Effectivement, discuter déjà entre nous, parce qu'effectivement, sur ce point-là, il n'y a pas de consensus pour l'instant, mais discuter, notamment avec le CNC, de comment labelliser les œuvres. C'est un point compliqué, parce qu'à mon avis, ce n'est pas un score. Peut-être que c'est 0% pour l'écrit, mais que c'est X% pour les effets spéciaux, etc. Cette discussion, on ne l'a pas eue, donc on ne peut pas vous donner une position claire, mais il faut absolument qu'on l'ait au plus vite, et il faut absolument qu'on y participe. Et c'est urgent. Madame Pujol, puis Madame. Oui, donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'ajouterais juste que le contentieux, nous allons nous étudier la possibilité éventuellement de nous joindre aux OGC pour récupérer effectivement un dédommagement, mais le contentieux c'est très long. Et en attendant, nos professions, notamment dans l'audiovisuel, risquent d'être mises à mal, potentiellement de muter, de disparaître. Et donc on se pose la question, on peut se poser la question d'un fonds d'indemnisation, par exemple, pour les auteurs et les scénaristes, réalisateurs qui ont été lésés. Réfléchir à des obligations de financement par les développeurs IA de la création. Imaginer des fonds de soutien pour les auteurs et les créateurs sur le même principe que les fonds de soutien automatiques du CNC aux producteurs. Pourquoi ne pas utiliser l'argent issu de développeurs IA pour créer des fonds de soutien automatiques aux auteurs directement? Ouais, à ce propos, ce que vous le mentionnez, une contribution obligatoire des développeurs d'outils IA. Il y a quelques jours, Arthur Mensch proposait, le créateur de Mistral, proposait la mise en place d'une telle contribution pour être justement un fonds de soutien à la création. Alors, est-ce que c'est soutien aux créateurs? Est-ce que c'est soutien à la création? Qu'en pensez-vous? Madame Musson. Oui, je vais vous répondre directement sur ça et après je reviendrai sur la question précédente. Il faut faire très attention avec ce genre de proposition parce qu'évidemment, elle vise surtout à faire qu'il y ait une enveloppe globale et elle met à mal la notion même en fait, de propriété intellectuelle et de droit de l'œuvre. Donc je pense qu'il ne faut pas être naïf du tout, mais je pense que personne ne l'est sur le sujet. Mais c'est important de le rappeler. Je pense que ça cache, c'est un arbre qui cache la forêt, personnellement. Et pour revenir à ce qu'on se disait juste avant, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous vous souvenez de ce tableau de Goya de Saturne dévorant ses propres enfants. Je pense que cette métaphore de l'ogre, elle est vraiment intéressante pour nos industries, dans la mesure où on a besoin de vous, parce que sinon, on ne va pas arriver avec ce projet de société, en fait. Parce que ça va tellement vite et on communique en permanence, on essaye de créer. Mais en fait, les industries de l'IA ont une avance financière et de volume colossal, ce qui fait qu'on doit avancer très, très, très vite tous ensemble, sinon on va finir par dévorer nos propres enfants. Juste un mot, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Guillemont-Berger. Non, voilà. Moi, en effet, j'avais préparé un petit exposé sur l'aspect créatif de l'IA en ce qui concerne spécialement l'image. On n'en a pas du tout parlé. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup du scénario et puis de tout ce qu'on souhaite pour défendre les auteurs. Et évidemment, nous y adhérons tous. Et c'est vrai que bon, c'est cet aspect-là, je regrette qu'on n'ait pas pu en parler parce qu'on est... Ça s'est enchaîné sur d'autres questions. Nous, on a monté en effet un groupe de travail sur le juridique dont s'occupent Eva Hussan et Gérard Kradwig, et on a monté en effet un groupe de travail sur l'aspect créatif de l'IA, mais sur le scénario, mais aussi beaucoup sur l'image. On n'en a pas parlé, et on commence à voir des choses en effet extrêmement intéressantes. Mais c'est vrai que tant qu'il n'y aura pas une juridiction qui sera mise en place, l'utilisation de ces images même, puisque là, le prochain film de Lelouch commence par 9 minutes d'IA 100%, il nous a montré son travail, c'est absolument extraordinaire. On aime ou on n'aime pas, mais c'est du Lelouch. Hein. Bon, il a fait la création de l'humanité en 9 minutes, donc c'est très ambitieux. Il nous a dit que ça lui aurait coûté 2 ou 3 millions, là, ça lui a coûté 100 000 euros. Voilà.
Donc, mais en effet, on peut imaginer que toutes ces images, elles ont été évidemment pillées. Donc, et lui-même prend un risque en tant que producteur et réalisateur, puisque si tout d'un coup il y a si tout d'un coup on découvre que ces images finalement ne lui appartiennent pas, il sera obligé de les couper. Enfin, donc c'est l'intérêt de tout le monde en fait que des accords soient pris à tous les niveaux. Voilà. Mais en fait, nous on fait ce travail. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai que voilà, moi, mon premier film parlait déjà de ça il y a 30 ans, et on parlait déjà de l'IA il y a 30 ans, et sur les dangers du fait de pouvoir piller les gens, etc. Et donc voilà. Bien, nous approchons de la conclusion. Je vais vous laisser la parole, madame, une seconde, s'il vous plaît. Monsieur, vous indiquiez que vous aviez préparé quelque chose à l'intention de la mission, n'est-ce pas, monsieur Diamant-Berger? Pardon? Pardon. Non, vous aviez préparé quelque chose à notre intention, je crois. C'est ce que vous disiez. Et ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez le transmettre aux administrateurs, c'est tout. Vous pouvez le transmettre par courrier aux administrateurs, de manière à ce qu'évidemment, il n'y ait pas de frustration et que nous puissions en bénéficier. Madame, je vous en prie. Oui, je voulais juste revenir sur cette proposition d'une sorte de licence. Je pense que ça rappellera à ceux qui l'ont connue la grande époque de la licence légale ou globale. Heureusement qu'on n'a pas fait ça, heureusement. Et je voulais ajouter que ce qu'on souhaite tous ici, c'est remettre au centre et en premier plan la valeur de la création humaine. Donc on ne va pas brader en fait et notre droit d'auteur et notre patrimoine culturel pour une petite licence qui couvrerait tous les usages. Voilà, on n'est pas naïf à ce point. Et juste rappeler quand même que l'IA nous fait une promesse qui est celle de la gestion de la complexité. Donc, ils doivent pouvoir gérer la complexité de nos œuvres, de nos métadonnées relatifs aux titulaires de droit, et ils savent évidemment le faire. Donc, on pourra négocier PPL, urgence. Je pense qu'on est vraiment, vous l'avez compris, tous d'accord. Et on pourra négocier en position de force grâce à la perspective du contentieux. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller et attendre des années et des années, mais on pourra le faire, certainement. Merci. Oui, vous voulez un dernier petit mot, allez. Je voulais ajouter un tout petit élément. Suite à des discussions qu'on a eues à la SRF avec la SACEM, on sait qu'un des enjeux aujourd'hui, c'est d'arriver aussi à contrôler ce qui est produit et mis notamment dans les tuyaux. Et souvent, on nous dit oui, mais c'est impossible de gérer, c'est impossible de contrôler, on ne sait pas le faire, etc. Alors qu'en fait, quand on discute avec des gens qui injectent de l'argent dans des zones où il y a de la recherche pour essayer de savoir comment on pourrait arriver à contrôler, il y a des choses qui sont en train d'émerger et qui commencent à fonctionner. Donc je pense que quand on pense cadre légal, il faut penser aussi vers où on va mettre les fonds pour donner à ce cadre une viabilité. Et la SACEM, ils m'ont dit qu'ils commençaient à avoir des outils technologiques qui leur permettaient, quand ils recevaient des œuvres pour les faire rentrer dans le répertoire, de savoir si elles avaient été générées par l'IA ou pas. Ils sont capables de le faire aujourd'hui. Donc il y a des choses qui se mettent en place et qui peuvent se développer pour nous aider à trouver le cadre légal. Donc, oui. Très rapidement, juste pour être très très clair par rapport à ce potentiel de contentieux, est-ce qu'on peut le faire ou pas? C'est évidemment très très compliqué dans la manière dont on est structuré en France, puisqu'il y a beaucoup d'auteurs isolés, mais on le fera. On le fera. Il faut que le message soit très très clair et c'est ce qu'on va faire passer. C'est-à-dire que s'il faut s'organiser d'une manière ou d'une autre, on sera tous ensemble là-dessus. Merci, nous arrivons au terme de nos échanges et Mme Kelvez se joint à moi pour vous remercier pour la richesse de ces échanges fort nourris. Elle en fera son miel, il n'y a pas de doute là-dessus. Nous avons bien compris que vous avez besoin d'un cadre législatif. Le message est parfaitement arrivé, pas de problème. De toute façon, nous en sommes nous-mêmes convaincus. Et nous avons bien compris également que pour vous, l'essentiel était de sauver le caractère humain de la création, de la production, à la fois du point de vue éthique, du point de vue esthétique, du point de vue économique et du point de vue juridique. Eh bien, je pense que vous pourrez compter sur nous. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Merci.